Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Aklesor Essor et Georges Hérault. On va continuer maintenant avec la crise entre le Niger et le Bénin. Est-ce qu'on se dirige vers la décrispation? En tout cas, une délégation nigérienne s'est rendue à Cotonou les 24 et 25 juillet pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif, c'est de décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin avaient fait le déplacement fin juin au niveau de Niamey. Ils se sont entretenus avec Abdoulaye Tchiani. Et il avait été décidé lors de cette rencontre qu'une délégation nigérienne allait à son tour faire le déplacement du côté du Bénin. C'est désormais chose faite. Georges Hérault, cette tentative aujourd'hui de normalisation de la tension, de la situation, comment vous l'appréciez? Bon, en fait, c'est une joie pour moi en tant qu'Africain, en tant que africain ouest africain encore. Je crois que je ne peux que me réjouir de ce qui s'est passé. Samuel, je pense que après le coup d'État avec le coup d'État de Tiani contre Mohamed Bazoum, les chefs de l'État ouest-africains ont quand même, comme d'habitude, sont rassemblés pour sanctionner le Niger. Et l'une des sanctions, c'était la fermeture des frontières. Et cette fermeture des frontières n'a pas à un moment donné a été mal digérée par comment vous l'appelez, c'est le Conseil de sauvegarde pour la patrie qui n'a pas digéré, le Conseil national de sauvegarde de la patrie qui n'a pas digéré le fait que les frontières ont été fermées, puisque ça permet de paralyser seulement son économie selon le Conseil, et la population qui souffre énormément avant même ces coups d'État vont continuer dans la précarité. Et donc, ils n'ont pas digéré. À un moment donné, les voix se sont levées au niveau de la CEDEAO pour une intervention militaire. Et cette intervention militaire, selon la CEDEAO, allait rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum. Et à un moment donné, cet épisode était passé et il a été question d'aller à l'ouverture des frontières avec le Niger, ce que le Bénin a déjà fait. Sauf que après ça, il y avait eu beaucoup je ne sais pas si on peut l'appeler mésentente entre les deux États, et l'un qui accuse l'autre d'avoir des bases militaires pour déstabiliser son pays, l'autre aussi qui accuse son voisin de ne pas permettre à ce qu'il y a l'échange entre les deux pays, ce qui a amené le Bénin à un moment donné à bloquer la cargaison d'hydrocarbures qui doit transiter du Bénin au port de Cotonou, ou bien au port sur le site de Sémé, qu'on dit. Et à un moment donné, les deux présidents, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, ont fait un voyage aller-retour à Niamey pour rencontrer les autorités de la transition pour discuter des choses fraternelles en famille, comme en Afrique. On le dit toujours, quand il y a un problème, on s'assied toujours, on discute et on trouve une solution, puisque d'une part ou d'autre, ça devient une punition pour la population, parce que vous savez, les frontières n'ont pas été mises par nous-mêmes Africains, ça a été mis quelque part en Europe, et où ça s'est imposé à nous. Et donc, pratiquement au niveau de nos frontières, ce sont des voisins des mêmes familles qui sont de part et d'autre, ce qui vraiment compliquait
la situation au niveau des deux frontières. Et donc, je pense que c'est le retour de l'ascenseur, comme l'avait stipulé le communiqué final des deux présidents avec les autorités de la transition, de former un comité tripartite dans lequel on va retrouver ces anciens présidents et de voir dans quelle mesure la situation sera décantée. Et en faisant, en répondant, les autorités nigériennes ont envoyé ces émissaires au niveau de... Justement, les émissaires envoyés, c'est le général, enfin c'est le numéro 2 de la transition, le général Mohamed Toumba, qui est ministre d'État en charge de l'Intérieur. Ils sont arrivés avec des fonctionnaires de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police et des services de renseignement. Quand on a à Clé-Soso une telle composition de délégation, ce sont des militaires, ce sont des services de renseignement. Est-ce que on n'est pas en droit de s'imaginer que les discussions ont plus porté sur les accusations apportées par le Niger contre le Bénin de présence de bases françaises qui forment des terroristes et sur les preuves dont le Niger dispose? En réalité, je pense que ça ne sera pas forcément cela. Quand on voit cette composition, on va parler plus question de sécurité. Oui. Est-ce que comment il faut faire pour que des deux côtés la population soit exemptée de tout ce qui se passe et que les deux forces soient sécurisées? Parce que si nous voulons évoquer les questions de base, ça fait avant le coup d'État, quand nous retournons en arrière de 10 ou 15 ans, il y avait au moins une dizaine de bases à Niamey et que le Bénin ne s'est pas plaint par rapport à ce qui se passait. Et dans le droit des États, dans la souveraineté des États, chaque État a le droit d'avoir le partenaire qu'il veut. Je me rappelle comment posé la question, si est-ce que le Burkina ou le Niger n'ont pas le droit de diversifier le partenaire? Oui, le Bénin aussi en a le même droit. Donc, sur ces questions, le Bénin n'a pas n'est pas obligé d'attendre le feu vert du Niger pour savoir qui doit venir sur son territoire ou pas. Mais Niamey ne reproche pas la présence de partenaires. Il dit qu'il y aurait des bases françaises qui formeraient des terroristes pour déstabiliser son territoire. Oui, c'est une action. Ça voudrait dire que c'est sûr, quand il y a une base sur un territoire qui forme les gens, et d'après cette action, c'est comme si le président béninois aussi est d'accord. Oh, c'est pas le cas. C'est ça que je dis en train de dire. Puisque les premières instructions terroristes sont entre le Bénin et le Niger, sont venues du Niger ou du Burkina pour attaquer le Bénin et non le contraire. Donc, on n'avait pas commencé par attaquer le Niger par le Bénin, mais on a attaqué le Bénin par le Niger ou le Burkina. C'est ça, mais le Bénin n'a jamais porté plainte par rapport à cela. Donc c'est pour dire que nous devons plutôt aller sur les questions de dialogue pour sortir de ces genre de crise. J'ai dû l'évoquer, je vais le prendre à partie. Les frontières ne sont pas forcément l'apanage de la colonisation, parce que quand vous voyez un Béninois et un Nigérien, il y a une différence, vous le voyez différent par rapport à comment, je sais pas que... Non, en tout cas au niveau des zones frontalières, c'est les mêmes peuples de part et d'autre. Je ne parle pas de zones frontalières. Je dis quand vous voyez un Nigérien comme ça et qu'on met un Sénégalais comme ça, un Béninois comme ça, vous voyez la différence. Et en plus, n'oublions pas que nous avons des royaumes. Il y a le royaume d'Abomey et il y a à l'appui du Ghana. Donc il y a déjà les frontières. Qui couvraient une plus grande superficie. Hein. Non, c'est pas je dis que le souci, quand aujourd'hui, comment on appelle, toi Samuel, tu vois un Togolais et un Sénégalais, tu verras totalement, mais malgré que ce soit l'Afrique, il y a une différence. Même quand on nous voit entre comment on appelle Nigériens et Togolais, on sait. C'est pour dire qu'il faudrait qu'on accepte aussi qu'il y a cette disparité interne entre nous. Mais les frontières coloniales aussi ont encore envenimé les choses, parce que vous allez voir, par exemple, vous prenez le peuple élevé, il y a les élevés au Bénin, il y a les élevés au Togo, il y a les élevés aussi au Ghana. Donc il y a cette disparité qu'il y a. Vous verrez beaucoup de choses comme ça, mais disons que nous devrons dans la comment ils appellent ça, dans la communauté, dans le communautarisme où on a dit de faire les choses ensemble, ces problèmes ne devaient plus se régler, parce que il y a l'un des directives de la CEDEAO, quand tu es au Bénin, tu dois te sentir comme tu es au Togo, comme quand tu es au Nigeria, console. Donc le problème devait être réglé. Mais moi je suis heureux plutôt par rapport à ce qui est fait. Bon, le Bénin a tendu la main et le Niger a répondu. Pour moi, quand ils sont venus, parce que le gouvernement nigérien, du moins la transition, est majoritairement militaire. Donc il n'y a pas de civils. Quand ils sont venus, je pense qu'ils vont essayer d'éponger les problèmes liés à la sécurité là, pour s'entendre sur le BEB, parce que si le Niger est sûr de ce qu'il dit,
je pense que c'est le lieu de mettre peut-être qu'il peut, dans l'hypothèse où les gens viendraient de là pour attaquer le Niger, c'est maintenant de donner toutes les preuves au Bénin pour qu'ils voient comment sécuriser, pour que n'oublions pas que le Bénin, il y a également beaucoup Haram du côté est du Bénin qui peut faire des excursions pour venir jusqu'au niveau du Niger. Donc il faut voir comment sécuriser ces jours pour que les choses ce qui est le plus important, c'est qu'il faudrait que il y ait une entente pour que les égos des chefs d'État ne retombent pas sur les populations parce que la population perd énormément par rapport à ce genre de problème. En tout cas, lorsque la délégation repartait du côté de Niamey, c'est vrai qu'elle ne s'est pas trop étendue avec la presse, mais à la question de savoir est-ce que vous avez été satisfait de la mission, le général président de la délégation a répondu oui, au-delà même de nos attentes. Et ça va dans la bonne direction. En fait, justement, ça coïncide avec la question que vous avez posée. Est-ce que la délégation ne reflète pas les accusations portées sur Cotonou? En fait, oui, puisque les gens se sont dit que nous avons les preuves irréfutables qu'il y a des bases au Bénin qui sont érigées en vue de déstabiliser nos États. Et donc, la composition même reflète exactement ces propos, puisque quand vous allez dans un pays et que vous amenez votre renseignement, c'est pourquoi? C'est pour renseigner. Et c'est ces services de renseignement-là, effectivement, qui ont des preuves sûrement irréfutables que le Bénin est quand même une base de déstabilisation pour Niamey ou pour l'AES. Secondo, vous savez que quand le Conseil national de sauvegarde de la patrie était arrivé, l'une de ses politiques, c'est d'envoyer les militaires à des postes de responsabilité, que ce soit les gouverneurs, les préfets, etc. Et donc, vous voyez que c'est quand même une gouvernance plus militaire que civil. Il y avait beaucoup de militaires et d'ailleurs le chef de délégation qui était un général Tapo Toumba, je crois, qui était là à l'administration territoriale. Donc aujourd'hui, cette délégation qui est partie satisfaite et au-delà prouve à suffisance que les relations entre le Bénin et le Niger va partir je ne sais pas comment le qualifier, mais ça va être une relation qui va qui est prospère, qui va donner quand même ce que on espère d'eux, puisque Akleso l'a dit. Au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas que la CEDEAO, à l'international, il y a les accords de facilitation des échanges. Au niveau de l'Union africaine, je vous dis qu'il y a le plan d'action de la Commission de l'Union africaine pour la période 2004-2007, qui avait même stipulé qu'en l'horizon 2025, qu'on a une Afrique unie, intégrée, prospère, avec justice, avec paix. Mais aujourd'hui, où en est-on? Donc, en fait, et au niveau de la CEDEAO, où il y a cet accord de libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Et donc, on ne peut pas à un moment donné faire fi de tous ces accords-là, faire fi de tous ces avantages qu'on a pour être intégrés, pour qu'à un moment donné, nous puissions devenir très forts et prospères, et dire que parce que il y a certains étrangers qui sont dans des camps pour des instructions, pour des formations, qu'on les considère, on leur attribue un autre nom, nous radicalise pour fermer nos frontières, punissant les opérateurs économiques qui vont quitter de Niamey pour aller au port autonome de Cotonou, pour que à un moment donné votre population aussi puisse être soulagée. Donc aujourd'hui, moi je pense que quand c'est le général qui est satisfait et au-delà, c'est tout le Conseil national de sauvegarde comment on l'appelle, de sauvegarde de la patrie et toute la population, surtout ceux qui sont dubitatifs, ceux qui ne croyaient pas,
qui sont satisfaits. Il y a des sources qui ont même dit que Patrice Talon aurait communiqué au général Toumba le numéro d'une ligne directe, certainement pour permettre aux deux présidents de se parler. Même je pense que quand la délégation béninoise est allée à Niamey, et Patrice Talon est sorti pour dire qu'il a même instruit son ministre qu'il a envoyé de remettre une lettre à Tiani pour que les deux puissent commencer à communiquer plus intimement possible. Et malheureusement que la lettre n'a jamais été remise ou bien reçue par Tiani. Moi je vais prendre Georges à partie. On est en politique et en la diplomatie. Les militaires nigériens ne peuvent jamais dire que quand ils sont allés ils sont restés sur leur soif, ils n'ont pas du moins en diplomatie cela ne se dit pas, même si vous n'avez pas tout obtenu, parce que si tout était aussi clair que cela, nous devons attendre ou assister à la réouverture des frontières ou bien on nous aurait annoncé que d'ici quelques temps les frontières seront rouvertes pour patati patata. Donc si ces discours n'ont pas été faits comme ça, vous devez dire qu'au moins les discussions ont été faites et qu'il y a une entente de part et d'autre, mais les clivages restent toujours. Parce que le problème qui a fait que nous avons débattu ici, c'est que les frontières sont fermées et ça pèse sur les populations, du moins les exploiteurs économiques qu'il avait dit. Donc si jusqu'à présent les frontières ne sont pas encore ouvertes, moi de mon côté je trouve que il y a toujours le problème là sur le tapis. Donc c'est quand moi j'aurai ou je verrai que les frontières sont ouvertes, je veux on a pu passer cela, peu importe ce qu'on avait dit. Les États-Unis d'Afrique c'est une bonne idée, mais est-ce que comment arriver là-bas si chaque président doit toujours garder sa souveraineté, parce que on dit souvent que les blancs sont incapables de nos biens consoler, mais nous avons oublié quelque chose. Depuis le 7e siècle, les Arabes ont pris le nom de l'Afrique. Jusqu'à présent, on n'a jamais pensé. Je ne dis pas, je suis en train d'essayer les gens à se mais on n'a jamais entendu que les gens là doivent partir. Arrêtez que ce sont nos territoires. Mais on n'a jamais entendu. C'est pour dire que quand on est en train d'évoluer, il faudrait que on prend compte de l'évidence pour évoluer. Jusqu'à présent, le Bénin et le Niger ont besoin l'un de l'autre. Moi, je l'ai déjà dit. Même si le Niger a entre-temps dit que le pétrole va passer par ailleurs, ce n'est pas que le pétrole qui unissait le Niger et le Bénin. Il y a plusieurs choses. Le fleuve, il y a un fleuve qu'on digère énormément. Bon, moi, je pense que il faut que ce problème soit résolu pour que les frontières soient ouvertes. Dieu merci. On n'a pas besoin d'autres facilitateurs à part les Béninois et les Nigériens eux-mêmes pour régler ce problème. Mais il faudrait que la manière dont les militaires ont souri, qui sont satisfaits jusqu'au-delà, parce que c'est le français, ils ont parlé jusqu'au-delà. Ça voudrait dire que dans un futur proche, on va attendre pour dire que les frontières sont ouvertes. Et c'est ce qu'on attend. Comme je l'ai dit, économiquement, on a besoin de s'en sortir que de créer d'autres problèmes. Du côté même béninois, ils ont parlé également de réelles avancées. Il y a eu de petites tensions aussi. Par ailleurs, quand la délégation est arrivée, elle a reproché au Bénin d'avoir été aussi dur dans l'application des sanctions de la CEDEAO malgré tout ce qui les unissait, et que cette dureté a provoqué des dégâts au niveau de Niamey. L'approvisionnement des médicaments a été empêché. Et il y a une 60aine de véhicules militaires qui est actuellement bloqué au port de Cotonou. Sur ces aspects, Cotonou, même sur les accusations d'abriter une base terroriste, Cotonou a promis aux autres de faire le tour du Bénin pour constater qu'il n'y avait pas de base. Ils ont dit également que la 60aine de véhicules va être acheminée jusqu'à la frontière au niveau de Malanville. On a l'impression que le Bénin montre patte blanche. Ah mais en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il ne va pas me croire, peut-être qu'il ne va pas. Mais du point de vue analytique, aujourd'hui, c'est que les choses vont de mieux pour ces deux voisins. Et je m'en réjouis parce que on ne peut pas à un moment donné s'empêcher d'exhorter ces deux-là de s'asseoir et de
de trouver une solution. Oui. Ça a été tout ce qu'on a évoqué ici. Il fallait qu'il parle. Moi, j'ai même demandé si le président togolais peut même le président togolais, apparemment, il n'est pas très apprécié à l'Est. Il peut intervenir, mais bon, ça, tant pis, parce que de toute façon, quand on a un problème, on a toujours besoin d'une personne. Hein. D'ailleurs, le cas actuel, c'était les deux anciens présidents qui étaient partis, parce que les deux protagonistes ne peuvent même pas le faire eux-mêmes. C'est normal. Et comme on le dit chez nous, aujourd'hui, les solutions, disons, comme ça, les solutions que trouve le Bénin désamorcent énormément la mésentente qui les oppose. Ouais. Donc aujourd'hui, le fait de faire couler ces voitures militaires, ça va permettre à à Niamey d'ouvrir les frontières. Mais est-ce qu'on va ouvrir les frontières pour que les voitures militaires passent et fermer? C'est possible aussi. Non. Donc, disons aujourd'hui... Les frontières ne seront pas éternellement fermées non plus. Ça ne peut même pas. Et donc, c'est normal aujourd'hui qu'on puisse apprécier quand même les pas des uns et des autres. Pour dire, c'est pour dire, Samuel, parce que il ne faut pas à un moment donné que nous ignorons que ceci nous traîne et ça retarde l'Afrique de l'Ouest. Puisque quand c'est comme ça, tout le monde est braqué sur sa position et l'intégration que prône la sous-région ne va jamais être une réalité, et du moins une réalité que nous voulons dans l'immédiat ou dans un avenir proche. Donc tout le monde est braqué. Tout le monde a peur qu'à un moment donné, si on veut prendre des sanctions contre moi, il ne faut pas que je me donne totalement. Voyez-vous, Samuel? Et ça met en difficulté la sous-région. Aujourd'hui, il y a l'AES. Les frontières seront ouvertes. Les accords seront redéfinis peut-être entre l'AES et la CEDEAO. Et vous voyez ce que ça donne. On est en train on ne sait pas demain, après-demain, ceux qui vont sortir parce qu'on les a hors les fondamentaux d'une vivre ensemble, surtout à l'international. Il y a la souveraineté, mais au-delà de la souveraineté, il y a aussi la solidarité et la coopération et l'interdépendance entre les États. Donc, cette interdépendance entre les États est primordiale et au même titre que la solidarité et la coopération. Donc, on ne va pas toujours brandir la solidarité et la souveraineté sans penser à la solidarité, la coopération et les autres fondamentaux dont on a besoin pour quand même faire prospérer nos États. Donc il faut forcément saluer ce début de discussion et espérer que dans les prochains jours ce soit peut-être les deux chefs d'État qui se parlent. Moi, c'est mon vœu le plus cher, je l'ai déjà dit. Je pense même que au début de cette crise, c'est que je ne suis pas talon-fil, mais moi, ce que Patrice Talon a dit, on ne peut pas refuser que on ne peut pas fermer la frontière et demander à ce que le pétrole passe. Et si le pétrole doit passer, c'est que la frontière doit être ouverte. En réalité, la phrase est claire. Ça voudrait dire que nos relations d'entente doivent toujours exister. C'est ce que ça voudrait dire. Et si d'aucuns ou d'autres ont essayé de faire tout ce qu'il... Parce qu'il y a des décisions dures que le Niger aussi a prises par rapport au fait de dire que tous les véhicules immatriculés RB ne vont plus faire le fret, ne vont transporter le fret pour le Bénin. Bon, tout ça là, ce sont des choses. Donc moi je pense que c'est bon pour qu'on évolue. Mais je pense qu'il y a un souci grave au sein de l'Afrique aussi. On ne va pas au nom de la solidarité de l'Union là laisser tout arriver, parce qu'il faut à un moment donné que chaque État soit responsable et que nos dirigeants soient responsables. Vous voyez, la Mauritanie a quitté au moment où elle était le pays qui était plus avancé au niveau de la CEDEAO. Et elle avait préféré l'Union arabe et les humains. Quand elle est partie, la CEDEAO a fait des avancées jusqu'à ce que cette Mauritanie même redemande à réintégrer la CEDEAO. Et je l'ai dit, sans espoir de la CEDEAO, le Maroc et la Tunisie ne vont pas demander à intégrer. C'est qu'il y a une réelle avancée et ça profite à tout le monde. Maintenant, si on est aussi dedans, il faudrait que les gens comprennent. Parce que les mêmes problèmes ont eu lieu. Je ne pense pas que
Et on devait applaudir le coup d'État aussi, non plus en Afrique, parce qu'à un moment donné, il faut régler ça. Je me rappelle que je l'ai déjà dit aussi, comment on appelle le président gambien, c'est Yaya Jammeh. On a fait tout pour déloger Yaya Jammeh pour que Adama Barrow vienne. Donc, et la plupart des pays de la CEDEAO ont envoyé des contingents. Donc, c'est dans cette perspective qu'on doit faire les choses. Maintenant, une chose est d'être solidaire et d'être dans la même communauté, mais une chose est de créer toute une pagaille pour que tel problème. Vous avez déjà parlé vous avez essayé d'évoquer le caractère froid entre l'Est et le Togo et l'Est. Mais ça aussi, ce sont nos voisins directs. On partage beaucoup de choses. Moi, je suis même allé très loin. C'est comme si on est plus proche du Bénin que de Ghana. Parce que vous allez voir qu'on fait tout. Entre Béninois et Togolais, même il y a des Béninois qui ont été ministres au Togo, du moins qui ont eu la nation togolaise pour devenir ministre. C'est qui? Kofi Banou, tu le sais de la question, a des origines béninoises. Mais c'est que je suis en train de dire, il faut la solidarité, mais la solidarité raisonnée, où quelqu'un ne se lève pas sur un coup de tête pour dire. Il faut aussi que heureusement que le Togo n'est pas dans ces jeux. Bon, ce n'est pas qu'on n'est pas fait, mais pour le moment, le Togo n'est pas dans ces jeux où le Togo n'a pas accusé jusqu'à présent un État, parce que nous aussi on est attaqué. Comment on dit, tout, je m'incline par rapport au Togolais décidé la dernière fois, mais le Togo n'a pas pour le moment accusé un pays de nourrir les terroristes qui viennent attaquer le Togo. Mais jusqu'à présent, on a été plusieurs fois. Donc ça voudrait que nous, on est circonspect par rapport à ces accusations. Donc il faudrait que ces accusations laissent pour que le pays évolue. Les dirigeants vont partir. Mais il ne faut pas qu'avant leur départ, qu'ils créent la guerre entre les nations. Donc c'est pour dire que je suis d'accord, tout ce qui se passerait pour que le Bénin s'entende. Et heureusement que les deux côtés ont dit, le Bénin dit il y a une réelle avancée, que le Niger dit qu'ils sont satisfaits au-delà de ce des ententes. Bon, j'ose croire, moi de mon côté, j'ose croire que d'ici un mois, du moins quelques semaines, on va attendre que les frontières entre le Bénin sont rouvertes. On va passer au dernier sujet. Nous parlons maintenant du Togo. On va évoquer la lutte contre le terrorisme. On vous en parlait tout à l'heure en faisant le développement. Le 20 juillet dernier, au niveau de la localité de Kwekankandi, des terroristes ont attaqué un détachement d'une base militaire. Les autorités n'ont pas communiqué formellement sur cela, mais les informations glanées sur Internet permettent de croire que l'attaque a été véritablement d'ampleur avec des pertes en vies humaines. Eh bien, les autorités togolaises n'ont pas tardé à réagir. Elles ont pris des mesures pour renforcer la sécurité. Des numéros verts sont mis à la disposition des citoyens pour signaler tout mouvement ou activité suspect qui pourrait compromettre la sécurité du pays. Et ces numéros sont attribués à chaque région. Donc les régions ont des numéros spécifiques. Par exemple, pour la région des Savanes et de la Kara, les numéros verts sont 1200, 1201, 1202, 1203. Au niveau de la région centrale, on a le 1204 et le 1205 pour la région des Plateaux, qui a le 1206 et le 1207. Donc ça fait deux numéros par région. La région maritime, 1208 et 1209. Alors, l'information qui accompagne ces chers citoyens, dénonçons tout mouvement ou toute activité suspecte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent via ces numéros. Lorsque Georges-Hérault, l'autorité communique des numéros verts et donc s'attend à une collaboration de la population, moi j'ai bien envie de comprendre. Mouvement suspect, qu'est-ce que c'est? Samuel, je ne peux pas entamer sans toutefois présenter mes condoléances à nos forces armées qui sont tombés, c'est-à-dire la famille de ces agents de l'État qui sont tombés le 20. Cette famille militaire, la famille biologique, sans oublier quand même le chef suprême des armées qui est quand même leur chef suprême. Présenter mes condoléances, prier Dieu pour que les blessés recouvrent la santé promptement et quand même souhaiter la paix à la zone de Bengal, Savane et tout le Togo. À la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle par suspect. Parce que si on demande que la population coopère, il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, en fait, aujourd'hui,
pour arriver à cette définition, il faut savoir que quand on parle de terrorisme, le terrorisme n'est pas une guerre frontale où il y a un camp contre l'autre. Le terrorisme, c'est vraiment une guerre asymétrique, oui, qui ne permet pas, parce que tout le monde peut être terroriste. Oui. Vous pouvez se lever, dormir avec un terroriste sans le savoir. Et donc, il y a un certain nombre de comportements qui sont quand même des comportements déterminants pour ce qui concerne le terrorisme. C'est-à-dire que vous avez un étranger qui est venu s'installer, qui est venu de nulle part et qui est venu s'installer chez vous. Et ce dernier n'a pas fait aucune déclaration envers les autorités de la localité, notamment les autorités communales, préfectorales, etc. Et donc, vous pouvez avoir un locataire qui arrive chez vous et dont vous ne connaissez aucune de ses origines. Vous pouvez, comme vous avez une structure hôtelière et vous avez des étrangers qui ne veulent pas remplir la fiche de police, donner leur pièce d'identité, mais qui sont des étrangers qui sont arrivés. Et donc, vous pouvez avoir des mouvements, des flux de personnes, des mais j'ai entendu, vous avez beaucoup parlé d'étrangers, mais vous avez dit en même temps que le terrorisme, ça peut être tout le monde aussi. Hein. Oui, et je vais en arriver là. Allez-y rapidement. Je passe du contexte général pour arriver à ce contexte, parce que, en fait, quand on parle de terrorisme, je le dis et je commence à le dire, que en fait ce ne sont pas des choses, même les connaissances sont acquises à travers l'extérieur. C'est-à-dire que la personne qui est là, qui est une connaissance, qui est dans le village autochtone, ou bien celui qui est là depuis, a été conquis, convaincu par quelqu'un qui est à l'extérieur, à travers l'internet, à travers comment vous l'appelez, et le téléphone, les moyens de communication, les réseaux, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même une influence extérieure prépondérante qu'on ne peut pas ignorer quand on parle du terrorisme. Et donc, dans le cas du Togo spécialement, vous allez voir que notre pays a toujours été attaqué et que les attaques viennent toujours de l'extérieur. Et donc, ici, aujourd'hui, et dans le cas du Togo, il faut vraiment qu'on puisse aussi mettre l'accent, c'est pourquoi j'ai commencé par l'étranger. Mais pour ce qui concerne les mouvements suspects ou bien une personne suspecte, c'est que si vous êtes là et que vous constatez aussi que vous avez un frère qui a l'habitude aussi d'avoir peut-être il a des objets et il commence à s'enrichir en un clin d'œil, il ne faisait rien, il commence à s'enrichir, il emporte certains matériels que vous pensez que ce sont des matériels de guerre ou bien des matériels qui peuvent contribuer à déstabiliser notre pays, autant le dire. D'accord. À cause de ça, quand il y a toute une panoplie de comportements qu'on peut appeler suspects, si nous nous mettons en cité, on ne va pas partir aujourd'hui, mais il y a quelques-uns qu'il faut quand même voir, surtout à l'extrême nord, où les jeunes veulent être riches à tout prix. Donc, vous voyez quelqu'un ici au lendemain, quelqu'un qui même n'avait pas de vélo, achète une voiture que un homme d'affaires même n'a pas payé. Et vous le voyez. Bon, on est aussi dans un pays où la loterie nationale existe. Hein. Ouais, mais vous savez, c'est pourquoi j'ai essayé de dire, quand quelqu'un gagne à la Lonato, je pense que quand on est en train de dénoncer les comportements suspects, si dans As-Dapon, quelqu'un gagne 20 millions, je pense que la Lonato a droit de signaler ça à toutes les autorités locales aussi pour que on ne le prend pas comme un suspect aussi. Donc il faudrait que il y a des gens, vous les voyez dans juste mais il disparaît et on le voit encore. Il y a des gens, ils posent des questions, vous demandez pourquoi ils posent ce genre de questions. Donc il y a tout de choses sur lesquelles on peut mettre le comportement suspect. Mais moi, les plus flagrants, c'est que celui que je connais
et qui est en train de poivrer d'ici au lendemain. Je le vois friquer et je sais qu'il n'a pas gagné l'Onato. Je sais que l'argent n'est pas tombé du ciel pour lui. Donc, vous allez voir tous les jeunes ouvreurs de boutiques de vente de chemises, friperies, consoles là, vous n'allez jamais voir quelqu'un rentrer dans la boutique la main. Ils ont pris 3-4 personnes qui vendent pour eux, et si on paie même 50 000, ça fait au moins 200 000, vous ne verrez jamais personne rentrer. C'est vrai qu'il y a les ventes alignées consoles, mais c'est quand même suspect. Moi, il y a un ami policier qui m'a montré, il dit que le gars là, on l'a jamais vu vendre, mais pourtant, donc, ce sont des comportements suspects. Surtout, ce n'est pas aussi flagrant le mieux comment à l'extérieur, parce que 50 C d'apport et consort, où on sait que la pauvreté sévit beaucoup. Maintenant, les jeunes s'en sortent financièrement, et c'est ça le problème suspect. Maintenant, le problème aussi, il ne faut pas donner uniquement les numéros verts. Il faut passer à l'action pour régler les problèmes en amont, parce que c'est le chômage et la pauvreté. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Je le dis, on peut appeler comme suspect tout ce qu'on a cité, surtout si ce sont les étrangers qui n'étaient pas dans nos quartiers qui viennent. C'est moi, le ministre du Tourisme a instruit les hôtels normalement de ne pas donner les chambres à quelqu'un et qui ne donne pas sa carte. Du moins, il y a une identité, c'est que le cadre de la mais quand quelqu'un vient à l'hôtel, au moins signaler à la police proche ou à un police il y a telle personne, si la police même peut venir reposer la question à la personne, tant mieux. Auquel cas, ce n'est pas bien. Ça veut dire que finalement tout le monde devient suspect pour tout le monde? Bon, tant mieux, parce que si on peut devenir gendarme les uns sur les autres, c'est pour la paix. En fait, aujourd'hui, on en a besoin. Vous savez qu'on n'a pas dans nos mœurs la dénonciation aussi. Oui. C'est une nouvelle éducation qu'il faut... En fait, c'est pour cela que, pour cette stratégie de donner des numéros pour chaque région, je pense que c'est même pas la première fois, puisque ça doit être lorsque le Togo avait subi les premières attaques, on avait donné ces numéros-là, où moi j'avais suggéré qu'on donne plutôt un numéro général, parce que vous savez, quand les choses se passent, si vous ne savez pas, s'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation derrière ces numéros-là, quelqu'un va commencer à se perdre et commencer à appeler le numéro de Lomé, ou bien non, il y a un 12 non, 12 3, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, c'est 901. Ou peut-être on a ces numéros, derrière ces numéros, l'agent militaire dispatch. Il dispatche, vous appelez le numéro par exemple 000 et il vous dit votre zone, vous appelez de la région des plateaux, et lui il renvoie l'appel à celui qui est en charge, qui coordonne la région, qui coordonne l'autre région. Donc ça va être mieux et très facile, très praticable selon moi, pour que ça. Parce que c'est vrai que moi-même j'ai beaucoup parlé des 12, mais je n'en ai pas encore retenu pour la région où je vis. Exactement. C'est dit que en fait c'est moi ma suggestion, c'est ce que moi je voudrais dire par rapport à ce numéro. Maintenant, pour ce qui concerne la dénonciation, oui, effectivement, il va falloir faire beaucoup de travail pour ça, et je crois que beaucoup de choses se font surtout dans la région des savanes, mais que ça arrive jusqu'à chez nous, parce qu'il faut se préparer. On ne doit pas seulement s'attarder sur la région des savanes. Et l'avantage, c'est que vous voyez, les ressortissants de la région des savanes, il y en a plein qui sont à Lomé, et quand ils sont convaincus, ils peuvent retourner, puisque dans nos contrées, les messages qui viennent de nos frères, surtout qui sont à l'extérieur, on l'accepte facilement, plus que les messages d'autres personnes. Et donc, il faut vraiment qu'on mette à contribution des associations, des amicaux ou bien amicales, des ressortissants de Korobongo, de Mandouri, de Naki Ouest, de 50C, de Namudjoga, et etc., qu'on met ces associations amicales en contribution, pour qu'ils puissent véritablement parler avec les siens et leur dire réellement l'enjeu, puisque le terroriste n'est pas un frère,
seulement, malgré que c'est un frère consanguin, biologique, etc. Mais le terroriste, c'est en fait, quand ça finit de manger ou bien de détruire ce qui est en face de lui, c'est le frère qui va être le victime prochain. Il y a en posant la question sur comment on reconnaît ces mouvements suspects, j'avais aussi en vue le fait que on communique juste des numéros verts pour demander qu'on signale les mouvements suspects, mais il faut aussi de l'éducation derrière, parce que vous avez tous cité, mais il y a un aspect que je pense que vous n'avez pas touché, le jeune, le monsieur, la dame, je sais pas qui devient terroriste, c'est parce qu'il a été radicalisé. C'est parce qu'on a joué sur son mental. Alors justement, il faut une éducation. Comment on reconnaît quelles sont les attitudes quand je vois celui-ci? Comment je sais qu'il commence par se radicaliser? Heureusement que tu l'as évoqué. Je pense même que moi en 2021, j'ai collaboré avec le Conseil national de la jeunesse sur un projet lié justement sur le thème là dans les savanes. J'ai formé sur l'entrepreneuriat comme une arme efficace contre l'extrémisme violent, le terrorisme et la délinquance juvénile. Bon, bizarrement, il n'y a pas eu suite par rapport à ça, alors que j'ai remarqué que, comme on a fait venir des jeunes de toutes les préfectures des savanes, où les jeunes étaient, il y avait un monsieur aussi de association Tombouctou, quelque chose comme ça, et que les Nations Unies ont amené, tout ça. Mais moi, j'ai vu comment les jeunes là sont intéressés par cela, et pour moi, on allait continuer par ça, pourquoi je me suis sensibilisé. Bon, je suis formateur, mais le problème avec le gouvernement, c'est que le gouvernement peut se lever également, prendre quelqu'un qui est dans un ministère qui n'a pas cette aptitude pour sensibiliser ou attirer l'attention des jeunes sur ce qui se passe, mais on le lègue sur parce qu'il faut aussi payer et construire là. Donc, c'est ça le souci. Moi, ma crainte aussi, moi, j'ai peur de la délation. Quand on dit aux gens de dénoncer, et les gens peuvent dénoncer parce qu'il faut dénoncer, même si c'est pas, ils dénoncent leurs ennemis, malgré le fait que ce soit pas forcément quand même un terroriste. C'est ça, vous avez dit. Si on n'a pas derrière, il apparaît aux autorités de faire les enquêtes. Oui, lui, il a dit. C'est ça que j'ai entendu. Puis, on reprend quelque chose aux soldats maliens ou burkinabés, c'est que c'est les exactions qu'ils commettent sur les gens en supposant que ce sont des terroristes. Donc, si les gens sont formés pour avoir ces choses, on doit mettre à contribution les sociologues, les psychologues, et tout ça là pour quand même, du moins, essayer d'inciter les gens à reconnaître qui peut être ou qui est terroriste. Mais on ne le fait pas. C'est uniquement les associations qui se débrouillent en allant, et ça se finit. Ça c'est là. Georges a évoqué quelque chose qui est intéressant, où il dit de ne pas s'intéresser qu'à la région des savanes. Peut-être aujourd'hui, c'est la région des savanes que ça a touché. Mais nos frontières sont peureuses. Ça peut venir aussi du Bénin, où si vraiment le terrorisme se généralise. Mais si on ne s'est pas préparé pour le faire, même ça peut nous venir. Bon, on a eu le 23 septembre les terroristes qui sont entrés à Lomé ici. Donc on pouvait pallier cela en faisant une formation succincte et une information succincte pour tout le monde, parce que déjà le numéro qu'on donnait, ça va mourir beaucoup de personnes. Je donnais l'exemple, par exemple aux États-Unis, vous allez même vous attendez que appelle le 911, c'est que tout le monde sait quel numéro appeler. Donc il faudra qu'on trouve un numéro unique. Quand on appelle, José a déjà dit, l'opérateur qui est là-bas peut communiquer par rapport à cela. Je pense que c'est une proposition qui va être saisie par qui de droit, mais vous avez commencé par évoquer tout à l'heure un sujet. On va finir par là, Georges. La lutte contre le terrorisme aussi, ça ne doit pas être tout militaire. Il y a le volet social dont il faut rapidement aussi s'occuper. Oui, évidemment, le Togo a pris quand même les taureaux par les cornes en créant le programme d'urgence de la région des savanes, où il y a plus de 640 millions qui a été envoyé pour les projets de développement. Il y a d'autres projets de développement pour permettre aux jeunes quand même déradicaliser le jeune de la région des savanes, parce qu'on sait que les terroristes, du moins ceux qui sont des patrons des terroristes, des recruteurs, surfent
sur la pauvreté, sur quand même des conflits ethniques, sur des litiges fonciers pour quand même recruter leurs cibles. Et donc le gouvernement quand même a fait d'énormes efforts en s'investissant à même permettre une relation, favoriser une relation entre les militaires et les civils, pour que les militaires ne soient pas vus par les civils comme des gens à ne pas approcher, quand même détruire toutes les mythes autour de tout ce qui concerne les forces de défense et de sécurité dans la zone. Et donc c'est ce qui a fait que à un moment donné, il y avait des camps où les militaires sont associés à des programmes de vaccination, à des activités communautaires pour permettre un métissage, une relation vraiment de confiance entre les militaires et ça quand même a. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus sur ce volet social là aussi? Moi je le dis, ce n'est pas que la sensibilisation, il faut également outiller les jeunes de façon financière et matérielle. Je le dis également, à Dapon, la région la plus pauvre du Togo, jusqu'à peu importe les milliards qu'on a injectés depuis 2019 en sort, et ça ne règle pas le problème, parce que quelqu'un qui gagne 50 000 et quelqu'un vient lui proposer 300 000 dans une semaine, en lui demandant d'aller dénoncer, voir les positions militaires, dénoncer, il le fait. Et il faut refaire une culture patriotique en disant à la personne que voilà, quand tu travailles, mais celui qui travaille et qui gagne son argent, normalement, n'est plus corruption, le terrorisme ne peut pas le recruter aussi facilement que ça. C'est quand tu n'as rien que le terrorisme peut promettre. Quelqu'un m'a dit que, j'ai parlé de moto là, quelqu'un m'a dit, les gens là, c'est difficile de voir une moto de 500 000 refusée. Ça veut dire que celui qui ne foutait, imagine les Togolais qui quittent ici pour aller cultiver au Nigeria pour les motos là. Et ils conduisent les motos. Donc, si le phénomène est ainsi, et que les gens pensent le concours, c'est le chômage accru qui est la panne, qui favorise même ce recrutement. Donc il faudrait que dans ces zones qu'on accentue l'employabilité. L'employabilité est que les mairies soient gentilles. Bon, je parle devant un maire qui me suit beaucoup, que les mairies soient gentilles et tolérants au niveau des fiscalités pour les jeunes. Si les jeunes qui créent l'entreprise doivent refermer 2 ou 3 fois, vous pensez qu'il va laisser l'entrepreneur et ça donne assez de choses. Donc il faut revoir les choses. Surtout côté d'apport, moi je pense que le programme de l'État où on avait souvent l'État, c'est qu'on soit là, on doit promouvoir cela et il faut donner les moyens financiers totalement aux jeunes qui veulent entreprendre, parce que si tu travailles et que tu es bien payé, je ne pense pas que un leader peut te prendre peu importe ce qu'il aurait fait. Merci à Cléso d'être passé dans cette émission. Merci plutôt à toi. Georges Hérault, merci beaucoup. Merci Samuel, merci encore une fois de m'avoir invité. Et merci à tous d'être restés en notre compagnie pour Le Monde en 7 ce samedi 27 juillet. C'est terminé. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.